Bonjour à tous mes petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Gilles Gelin, au domaine des Nugues, à Lancier. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, il faut que j'atteigne les 1000 abonnés. C'est parti. Salut Gilles. Bonjour Aurélien, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va bien, écoute, on est dans les vignes, il fait beau. Grave, on est pas mal. On prépare les vendanges tout doucettement, on laisse mûrir nos raisins et pour que Dame Météo et Dame Nature nous aident encore un mois et demi, on est bon. Là on est pas mal au niveau de la météo pour Pour l'instant. le moment, ils annoncent beau, donc on a une jolie récolte en perspective. Donc on croise les doigts. On croise les doigts, on touche du bois. C'est ça, on en a eu quelques années compliquées, donc si Dame Nature voulait nous laisser un peu tranquille cette année, ça serait sympa, mais bon. Et du coup, donc là, vous êtes sur la plus vieille parcelle du domaine, qui a donné le nom au domaine, on est sur le lieu-dit des Nugues, Ok. que mon père a acheté en 76. D'accord. Il avait déjà un peu de vigne avant, mais il a acheté le lieu-dit des Nugues où on a 5,5 hectares d'une seule parcelle, attenante au domaine. Okay. Et puis après, le domaine a grossi au fur et à mesure des achats de vignes et puis ou des reprises de vignes de mon grand-père ou de mon grand-oncle. D'accord. Et tu as combien d'hectares là maintenant? Donc aujourd'hui, le domaine il fait à peu près 38 hectares. C'est énorme, 38 hectares. Ouais, c'était pas l'idée de départ. Quand je suis sorti de l'école, je voulais 6-7 hectares et puis être tout seul. Bon, ça s'est pas passé comme ça. J'ai toujours été passionné par ce métier. Puis on s'est associé avec j'ai bossé avec mon père en sortant de la fac d'onologie à Dijon pendant 5-6 ans. Et puis en 2000, on a monté une société ensemble, une ERL, où on a travaillé jusqu'en 2008 qu'ils prennent la retraite. Et en 2008, avec mon épouse, on a racheté toutes les parts de cette société pour aujourd'hui avoir repris les vignes de tout le monde, avoir acheté aussi quelques crus parce qu'à l'époque on n'avait que des Beaujolais villages sur Lancier. En 2008? Ouais. En combien d'hectares t'avais en 2008 au départ? On avait une vingtaine d'hectares sur Lancier. Ah, t'avais déjà 20 hectares, ouais. On vivait deux familles dessus, moi et puis mon père. Et ma mère bossait avec nous sur le domaine. Donc c'était un domaine qui a progressé petit à petit. Mon père faisait déjà un peu de bouteilles. Et puis avec la crise viticole, j'ai fait le choix d'essayer d'arriver à 100% de vente directe. Donc on est allé au charbon pour vendre des bouteilles et puis aujourd'hui ça se passe plutôt bien. Tu vends tout en direct ou tu fais un peu d'export? Non, on vend tout en direct, on fait à peu près, je dirais 55-60% France et 40% export. Avec une quarantaine de pays, pas de très gros clients. D'accord. Donc plutôt sur un marché avec ses restaurations cavistes. Ok, trop bien. Et donc, vous êtes combien à bosser sur le domaine? Parce que 38 hectares, c'est plusieurs sur le domaine, on est à peu près 10-11 salariés de moyenne à l'année. En unité de travail. Mon épouse qui est au bureau avec Méliné qui l'aide au secrétariat. D'accord. Et puis après, on a une équipe de 5-6 permanents. D'accord. Et puis après, on a 5-6 occasionnels qui viennent pour les taillages et puis 7-8 pour la période estivale, puisqu'on est assez maniaco dans les vignes, donc beaucoup d'effeuillage, beaucoup de travail en verre, mondage une fois, épamprage une fois sur toutes les vignes, effeuillage sur 20-25 hectares de vignes minimum, pour essayer d'être le plus propre possible et puis d'avoir de belles maturités, parce qu'on fait des vins avec un peu de puissance, un peu de structure, donc on laisse cuver les raisins assez longtemps. D'accord. Donc pour faire ça, il faut qu'on rentre les raisins les plus jolis possibles, parce que quand tu presses des blancs, à la limite, t'as pas de macération. Là, si tu fais des beaux débourbages, tu peux t'en sortir. Sur des macérations, il faut vraiment que ça rentre nickel. Comme une confiture elle est bonne avec des beaux raisins, avec des beaux fruits. Oui. Et le vin, t'as des beaux raisins, c'est quand même vachement plus simple. Et tu travailles comment au niveau de tes vignes pour les vendanges? C'est pareil, tu fais mécanique ou tu prends une équipe de non, on est 50 mecs pendant, entre 45 et 50 mecs pendant 16 jours sur le domaine. Oh là là, hein, Dieu. On doit avoir un chantier là. Donc en fait, j'ai plus de 20, j'ai la moitié de mon exploitation qui est mécanisable à la machine. J'ai toujours dit que je serais un des premiers à en acheter une, j'en ai jamais acheté, on en fait maintenant un petit peu, mais ça représente pas une surface énorme, qu'on doit en faire 5-6 hectares, 7 hectares. Et du coup, au niveau de tes hectares, t'as quoi? Alors la répartition sur le domaine, c'est pas très compliqué, on a que 4 appellations nous. Donc on a 1 hectare sur Morgon, on a 6 hectares sur Fleury et 3 sur Moulin à Vent. Et la grosse majorité de nos vignes, elles sont sur Lancier, puisqu'on est en train de bosser avec les vignerons de Lancier comme Lantigné le fait, comme Blacé le fait ou comme Quincier le fait aussi beaucoup, de travailler sur le côté plus commune. Et en fait, Lancier, c'est le seul village qui est enclavé au milieu des crues, puisqu'en fait, on a 1 hectare de Morgon, donc Morgon se trouve juste ici. On a 6 hectares de Fleury, on voit la Madone de Fleury ici, nous on en a sur 3 îlots. Un îlot qui s'appelle Bel Air à Gris-Midi, un îlot qui s'appelle Le Bon Cru où il y avait le restaurant Le Bon Cru avant, et un autre îlot qui fait 3 hectares qui s'appelle Les Côtes, qui est juste en dessous de la Roilette, mais pente sud.
D'accord. Et puis après, nos moulins sur un lieu-dit qui s'appelle Burduline et Fromenteau. Donc juste en face du moulin sur le plateau. D'accord. Et après, Lancier, donc ce que j'étais parti à dire, on communique vraiment, enfin on communique et on bosse vraiment sur les terroirs de Lancier. Donc on est la seule commune au milieu des crues et on est surtout la seule commune au nord du Beaujolais à avoir des argilo-calcaires. Et après, donc on vinifie tout séparément terroir par terroir. Et après, on fait des assemblages. Donc chacune de nos cuvées, c'est une seule mise. Donc sur Beaujolais Village, cette année, ça va être presque 80 000 bouteilles du même assemblage d'une seule mise. Incroyable. Pour avoir une vraie régularité de produit, alors on a fait le choix, on verra après, de faire des gros bâtiments pour stocker les bouteilles. Ah bah ouais, je pense. Ouais. Et en plus, l'autre particularité, c'est qu'on travaille en millésime décalé. Donc aujourd'hui, on vend encore 2022 sur les lanciers rouges fleuris, Morgon, et sur Moulin, on est encore sur 21. Ah ouais. Donc on a... L'idée, c'est comme on fait des vins un peu sur la structure, on essaie de les vendre prêt à boire, et pour les vendre prêt à boire, il faut qu'ils aient de l'élevage, et du coup, on a, ouais, je pense, un peu plus de 400 000 bouteilles en stock permanent à la maison, quoi. Ok. Donc ouais, mon père avait déjà démarré un petit peu ça, mais à l'époque, on n'avait qu'une cuvée de Beaujolais Village. Maintenant, on doit avoir 16 ou 17 cuvées sur le domaine différent. Ah, et tant que ça. Donc du coup, en gestion de stock ou là, pour l'inventaire, ça va être assez rigolo. Oh, la galère. Combien d'hectares au niveau des blancs? En blanc sur Lancier, on en a 4 hectares. 4 hectares, ouais. Ok. Qui sont vraiment, on est vraiment sur des très jolis terroirs. Bah, la majorité des argilo-calcaires pour faire des chardots, qui pour moi le terroir de prédilection au chardot, il est surtout sur le sud Beaujolais, vers les Pierres Dorées. Et si tu as un jeune qui regarde la vidéo et qui veut se lancer en tant que viticulteur dans le Beaujolais, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour réussir? Qu'est-ce que je lui conseillerais pour réussir? Bah, déjà d'être passionné, ça c'est la base de tous les métiers, mais le nôtre, quand tu as les aléas climatiques comme on a eu en 2016 ou en 2017, ouais, psychologiquement, il faut aimer ton job, et puis il y a des moments difficiles, mais bon, ça c'est dans tous les métiers. Aimer les gens, parce qu'on a la chance d'avoir un métier où on vend du plaisir aux gens. C'est comme la restauration. Ça se vaut, malheureusement j'aime bien manger, mais en fait c'est vraiment ça, notre job c'est ça, quoi. On a la chance de vendre quelque chose où les gens prennent du plaisir et partagent avec. Donc ça c'est quand même quelque chose de sympa. Mais avant de faire ça, il y a des journées de boulot. Donc, et puis il faut malheureusement aujourd'hui beaucoup aimer le papier, parce que quand on était vigneron il y a 50 ans ou 40 ans, c'était moins bordélique que ça. Je pense qu'il faut faire la stratégie de ce que tu as envie de faire déjà. Le style de vin que tu as envie de faire, ou que tu aimes. Déjà je pense qu'il faut faire les vins que tu aimes. Parce que vendre quelque chose que tu n'aimes pas, c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais. Et puis après, il faut trouver les clients qui aiment le style de vin que tu as. Et puis pour moi, il y a des clients pour tout le monde aujourd'hui. Moi, des vignerons, c'est pas des concurrents. On a chacun notre patte, on a chacun nos positionnements prix, on a chacun. Voilà, donc après, c'est pas très grave. Il faut juste trouver où tu veux aller. Et puis après, quand tu fais du bon vin et que tu as de l'énergie, si tu te bouges un peu, normalement, les clients, tu les trouves. Alors, on voit ceux qui se bougent dans le vignoble, ils se tournent tous plutôt bien. Mais après, il ne faut pas attendre le client chez toi et te dire il faut aller chercher, je vais vendre mes 10 hectares de vignes en bouteille. Ça peut arriver sur un coup de chance, mais il faut quand même la provoquer. Donc ça marche pas tout à fait comme ça quand même. On passe sur la visite du cuvage? Allez, feu. Allez, feu. Tu as 2 pressoirs du coup? Ouais, j'ai 2 pressoirs de 45 hectos. Et bah. Ce qui fait que ça nous permet de pressurer quand on veut, comme on veut, et aussi bien des rouges et des blancs. On peut faire un pressoir de blanc, un pressoir de rouge. C'est équipé comme ça, c'est super pratique. Avant j'en avais qu'un, putain. Puis quand tu fais du blanc, faut que tu aies des pressoirs, quoi. Bah oui, parce que quand ça arrive, faut presser direct. Direct. Et du coup, si t'as qu'un pressoir, tu vendanges 1 heure ou 2. Et puis après, t'attends que ça se passe. Alors que là, avec 2, t'en as un qui presse, l'autre tu le remplis, un autre qui presse, l'autre Et tu peux vendanger toute la journée, quoi. Parce que quand t'as 50 mecs à la vigne, chaque fois que tu les déplaces, pendant 10 minutes, s'ils foutent rien, t'as 5 fois 10 minutes où tu payes les mecs et à rien boigner, quoi. Ouais. Donc c'est aussi, on a aussi fait de gros îlots dans nos parcelles. On a quelques petites parcelles, mais la plupart des îlots, c'est des îlots de 4-5 hectares. Donc du coup, quand tu y vas pour travailler, tu gagnes du temps en travaillant, même en travaillant les sols avec les tracteurs, en sulfatant. Enfin, on a essayé de rationaliser le temps de travail pour être efficace, quoi. Wow, il est énorme. Donc c'est un peu le cirque parce qu'on est en mise en bouteille, mais donc cette partie là-bas au fond, qui est derrière le mur, c'est la partie que mon père avait fait dans les années 70. Donc où il y a les cuves inox, c'était des cuves béton d'Argo qu'il avait acheté en 70 avec la batterie du fond. J'ai gardé la batterie du fond, mais par contre les bétons étaient flingués, usés. Et donc l'année dernière, on a refait toute la cuverie en essayant d'optimiser au maximum
la capacité de vinif. Et du coup, je suis passé sans rien changer dans mes bâtiments de 870 hectos de vinif à presque 1300. Ah ouais. Et du coup, en lieu et place d'une cuve béton, j'ai réussi de 65 hectos. J'ai réussi à mettre des cuves de 88 hectos. Ok. Donc du coup, à chaque cuve, je gagne 23 hectos par cuve et il y en a 14. Donc ça c'est connu et tout est thermorégulé. C'est incroyable. Et on a trouvé un fabricant de cuve inox qui est assez proche d'ici puisqu'il est dans le Jura à Saint-Amour. Ok. Saint-Amour dans le Jura? Dans le Jura. Il y a un Saint-Amour dans le Jura? Ah, je savais pas. Et du coup, il nous fabrique des cuves rectangulaires. Et normalement, les cuves inox, tu as toujours un arrondi pour que c'est de la rigidité. Lui, c'est le seul à faire ça. On a mis cette cuverie aussi là qui nous sert et en vinif de blanc et en préparation de mise. Puisque là, demain, on tire les 5 cuves en même temps. Et on a un lot qui est hyper homogène en faisant comme ça. Et puis derrière, on a tout thermorégulé la cuverie. Donc tous les bâtiments sont climatisés. Ok. Toute la cuverie est à 15 degrés été comme hiver. Et ici, on a la gestion de toutes nos températures. Où je gère... Ah ouais, c'est ouf. Où je gère toute ma cuve. Celle-ci, je vais la programmer. Je vais la mettre à l'état. Je dis que dedans, j'ai mis du fleuri. Elle est à 16 degrés. Je vais la mettre en marche. Je pense, ça y est, elle est en marche. Et quand elle va être à 14,5, elle va s'arrêter. Crac. C'est incroyable. Ici, on s'est fait une cuverie, vinification et stockage des vins blancs et rosés. Ok. Donc pareil, tout est thermorégulé avec des drapeaux. On gère. Et donc quand on pressure, on est à côté. Donc peu de longueur de tuyau, peu de pompage. Et après on débourbe par le froid, donc on met nos mous dedans. On programme nos températures à 5 degrés. Le lendemain matin, les mous sont à 5 degrés, ça descend. Et du coup, c'est énergivore en électricité. Donc on s'est équipé de photovoltaïque il y a 5-6 ans. Où on fait de l'autoconsommation et on produit un peu plus de 50% de ce qu'on consomme en électricité. Bien, caméraman. Donc là, il y a des cuves qui vont disparaître, mais c'était pendant les travaux. Et donc là, on a ce premier bâtiment que j'ai fait en 2002, qui faisait à peu près 160 mètres carrés. Et mon grand-père me disait, t'es fou, c'est 10 fois trop grand, machin. On a refait cette partie en 2011. Et la deuxième partie, là où on a tout le conditionnement et les préparations de commandes, ça, on a refait ça en 2019. Donc en fait, chacune de nos mises est stockée par appellation, bing, bing, bing. Et après, on étiquette en fonction de nos besoins et des pays et des clients. Ils ont certaines fois des contre-étiquettes spécifiques, des étiquettes spécifiques. On étiquette, on stocke nos vins. Et après, on peut faire partir. On a une commande le soir d'un restaurant à Paris, à Rennes ou à Marseille. La commande tombe dans l'ordi, les filles préparent le truc. Le lendemain matin, la palette, elle part. Je vois tous ces cartons, toutes ces bouteilles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déguster le vin. Ouais, c'est ça. Allez. Faut pas faire que d'en parler. En plus, tu as beaucoup parlé, tu dois avoir soif là, non? Ouais, on n'a jamais pas soif, nous. Jamais pas soif, jamais pas faim. Oh, attends, il va vouloir venir avec nous. C'est le chien? Allez, un gros. Il est non, énorme. tu restes inox. De son prénom Sulfite. Moi, mon chien, je vais l'appeler Apéro, je pense. C'est incroyable, Sulfite. Ça va, Sulfite? C'est quoi comme race? Il est énorme. Bosseron. Bosseron. Ouais, aujourd'hui, il est énorme. Hier, on avait des clients, on a fait un brasero. Il a bouffé 2 côtes de cochon d'1,2 kg. Dieu. Il travaille des fois le chien à la vigne ou pas? Ouais, des fois, il vient avec moi, ouais. Et du coup, on peut dire qu'ils bosseront. Ouais, ils bosseront, ouais. Et ben, on est parti sur cette dégustation. Allez, alors on va parler de 3 cuvées. Comme je te disais tout à l'heure, il y en a 17 à la maison, mais choisir, c'est renoncer. Ouais. Donc, mes cuvées de cœur, Lancier, qu'on décline sur les 3 couleurs. Donc, Beaujolais Lancier blanc, un rosé qui n'est pas là, et Beaujolais Lancier rouge. Ok. Donc, le blanc qui est produit sur cette colline du Châtelard, en argilo-calcaire, donc avec ces terroirs-là. Et le Lancier qui est produit sur des sablo-granitiques, des quartz et des granites roses type fleuri. Ok. Et après, la 3e cuvée, ça sera Moulin à Vent Burduline. Donc ça, c'est des cuvées qu'on bosse en parcellaire. Aujourd'hui, on vient de commencer les 2020. Et donc, on va commencer par le blanc, Lancier blanc 2023. Donc ça, on commence la commercialisation des 23 depuis à peu près un mois. Donc 100% Chardot. Là-dessus, on est vendange manuelle
ou vendange mécanique, ça dépend des millésimes, ça dépend de l'humeur du garçon. Mais de plus en plus, on fait de la vendange mécanique parce que sur les blancs, ça joue, je trouve, beaucoup moins que sur les rouges. Ok. Sur le châtelard. Caméraman, tu veux boire un coup? Tu veux boire un coup? Après? Il fait timide, il fait timide. On les refera après, on les refera après. C'est un fils d'argot qui dit ça, Donc, pressurage assez doux. Okay. Débourbage assez sévère, puisqu'on débourbe, on laisse déposer 48 heures pour essayer de travailler sur un jus le plus limpide possible. Pour expliquer exactement c'est quoi le débourbage? Le débourbage, en fait, c'est le fait de faire laisser nos mous en statique pour que quand on pressure, ça crée de la bourbe, de la lie. Et du coup, comme elle est plus lourde que le jus, elle vient se déposer. Et après, on prend que le jus clair pour le travailler. Et donc on fait les fermentations alcooliques sur à peu près 1 mois minimum pour les faire patiner un peu. Donc quand on fait patiner nos levures, on crée du glycérol donc, qui donne de la rondeur au vin. Okay. Donc les vins, moi je laisse jamais de sucre résiduel, ils sont secs. Okay, mais par contre, tu verras, c'est assez rond en dégustation parce que justement le fait d'avoir patiné, en fermentation crée ce glycérol et te donne de la rondeur. Il est stylé ton crachoir en cuivre, incroyable. Ouais, c'est un copain qui m'a offert ça, et je le trouve joli. On l'utilise souvent. Et donc là, tu vois, on le devine le bois, mais vraiment sur la finale de bouche, c'est très léger. Juste pour venir. C'est vraiment très subtil, ouais. Juste pour amener un peu de longueur. Tu mets surtout en apéro celui-là Alors moi j'aime bien ça à l'apéro, mais ça fonctionne super bien avec des asperges, avec des poissons juste snackés, pas trop de sauce, ou alors une sauce crémée mais légère. Ou alors avec des petits fromages de chèvre, ça marche. La frappe. Ça marche vraiment bien, ouais. Tu as un petit fromage de chèvre du Beaujolais là. Ça fait des jolis accords. Et maintenant on enchaîne sur son petit frère, donc qui est le Beaujolais Village, Beaujolais Lancier rouge. Depuis 5-6 ans maintenant on communique. On essaye vraiment de mettre Lancier en avant. Vous avez bien fermé celle-ci. Ouais. Lancier c'est à peu près. La surface de la commune, c'est 650 hectares à peu près. Okay. Il devait y en avoir 220 en vigne, on doit autour de 200. Mais en fait, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a des petits villages de Gaulois au milieu des crues, c'est vraiment ça, parce que tout ce que tu as en vert clair, c'est les Beaujolais génériques. Okay. En vert foncé, c'est les Beaujolais villages, les 10 crus. Et Lancier, en fait, on se trouve vraiment ici. Donc là, on a un peu plus de quartz et de schiste. Enfin, plutôt des schistes que des quartz d'ailleurs. C'est quoi là, pour Pierre, les chips Alors, les chips. Ça, j'ai dit les chips. Les chips, ça c'est les quartz de Morgon. Ça c'est les schistes de Morgon, je veux dire que sur nos Morgons. Ça c'est des quartz qu'on a là derrière, sur un secteur qui s'appelle les Brirates. Okay. Et puis après, ça c'est les granites qu'on a sur Lancier et sur Fleury. D'accord. Ça c'est les moulins à vent. Donc c'est un granit, mais on a déjà des petites veines de manganèse, tu vois, le caillou il est plus noir et ça va donner beaucoup plus de puissance dans les vins. Enfin, et ça, il y a moins de 2 km de périphérie. Donc aujourd'hui, quand les gens ils me disent le Beaujolais, c'est toujours les mêmes vins. C'est toujours les mêmes vins, machin. Je pense qu'on a une diversité de terroirs supérieure à 90% des vignobles de France ou de Navarre. C'est clair. Donc ça, c'est un truc qu'on a, je pense, un peu oublié quand on était dans l'euphorie des Beaujolais nouveaux. Et aujourd'hui, que ce soit dans ma génération, les mecs qui ont compris ce qu'il fallait faire ou dans les jeunes, il y a une vraie démarche sur ces terroirs. Ça, je pense que c'est la bonne démarche. Déjà, juste là, on le voit. Donc, Et donc là, Lancier rouge 23, qu'on va commencer de commercialiser dans un mois ou deux. D'accord. Ah j'ai la chance de le goûter avant que les autres le goûtent. C'est ça. Donc là, tu vas voir, on est plutôt sur un Beaujolais village qui est plutôt proche d'un cru, Chiraud ou Fleury, par l'esprit du vin. C'est assez profond, assez riche. C'est un chocolat, on dirait. Ouais, et après, tu verras, on a toujours des notes un peu sur notre style de vin à la maison, un peu poivre de Szechuan, épicé. Ouais. J'aime bien, on fait des cuvaisons assez longues. Alors là-dessus, ce que je te disais, j'ai des cuvées où je vais faire 80% ou 100% de grappe entière, puis j'ai des cuvées où je vais faire 60-70% d'éraflage. Mais des fois, je fais des strates dans la cuve, donc c'est un peu le bordel en vinification à s'organiser. Ça fait gueuler un peu les gars à la maison. Tu m'étonnes, ouais. Mais par contre, je trouve que tu peux te permettre de laisser des cuvaisons plus longues. Et après, tu extrais de la rondeur, mais tu n'extrais pas le côté végétal qu'on peut avoir certaines fois avec la rafle. Ça fonctionne bien avec un plateau de charcutes, mais ça peut aller chercher des plats un peu plus viande rouge, viande en sauce. Tu peux aller chercher une volaille, ça marche bien aussi avec des volailles. Gibier à plumes. Après, si on met un peu des gibiers différents, ça sera plutôt avec celle qu'on va goûter après. J'aime bien le petit côté asséchant qu'il laisse un peu en bouche. Ouais, en fait, on a un côté toujours acidulé. On a des tanins qui sont
encore pour moi encore un peu jeune. Ok. Mais par contre, on a un potentiel quand ça s'arrondir qui va être super sympa, quoi. Et pas tout le monde qui a la chance de faire vieillir ses vins pour pouvoir les commercialiser qu'après. Ouais, alors, déjà, faut faire un style de vin qui s'y prête. Faut être un peu cinglé parce que les bâtiments, ça coûte un œil. C'est 650 000. Non, ça, c'était que la cuverie. Les bâtiments... Ah, il n'y a pas le bâtiment compris? Ah non, non. Ah. Non, les bâtiments, ouais, tu t'en remets, je pense, à peu près autant. Ah ouais, 1 million d'euros, ouais, putain. Et puis après, c'est surtout le stock de bouteilles, parce que du coup, tu as 300-400 000 bouteilles en stock, donc tu as 300-400 000 bouteilles vides à acheter, 300-400 000 bouchons, la mise en bouteille, donc ça t'immobilise déjà, sans compter le vin à l'intérieur. En matière sèche, tu comptes 60 centimes par bouteille, donc tu en as 400 000, tu as déjà 240 000 balles d'avance de trésorerie. Ouais. Plus le temps d'attente du vin pour le commercialiser, c'est énorme. Ce qui reste dans le Moi, la comptable et ma femme, elle gueule à chaque fois. Mais je dis... Tu prends des branlées un peu. Ouais, mais bon, après, je me dis, déjà, on n'est pas nombreux à faire ça. J'ai fait ce choix, donc je le suis, mais et puis, pour moi, c'est une force. Et puis, en plus, c'est aussi une super assurance. Parce que s'il m'arrive un coup de grêle et que je perds 50% de ma récolte, j'ai du vin à vendre. Tu parles bien anglais, du coup, ça veut dire, non? Ou c'est pas toi qui... Je parle zéro anglais, moi. J'en étais sûr. J'en ai fait 9 ans à l'école. Non, mais le pire, c'est que... Et tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est véridique. En 87, j'étais en 6e. Mon père a un coup de téléphone d'un copain à lui qui est vigneron dans le Mâconnais. Et le mec lui dit, je t'envoie l'importateur américain, on a bu un coup de Beaujolais à midi en mangeant, il a adoré et il voudrait venir goûter. Donc mon père, il me dit, bah écoute, ça c'était la veille. Donc il lui dit, demain midi, viens goûter chez toi. Ok. Donc le père, il me dit, bah toi, à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc mon père taillait dans les vignes là derrière. Il me dit, bah tu le reçois, et puis quand il est là, bah tu viens me chercher. Donc ok, il y a 3 mois que tu es en 6e, donc tu dis, hello, my name is Gilles, I go chercher my father in the vineyard, machin. Et le mec, il arrive, je me rappelle toute ma vie, il descend de CR25 qu'il avait loué, bien sûr. Il me dit, je lui dis, hello, my name is Gilles, il me dit, salut, moi c'est Bobby. Ah, bénéf. Je me suis dit, bon, allez, laisse tomber. Je vais chercher mon père, je reviens. Et le lendemain, ma prof d'anglais, je lui dis, tu sais, ça va s'emmerder, même les Américains, ils parlent français, on va pas se faire chier. Et en fait, j'ai jamais bossé. Et ça, c'est un vrai regret aujourd'hui, c'est une vraie connerie. Ah ouais, ok, ouais. Ça, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est de pas faire le con comme moi. Travailler à l'école, au niveau de l'anglais surtout. Donc là, on passe sur le moulin à vent. Moulin à vent Burdeline. Donc Burdeline, c'est en limite presque de Fleury. Quand tu es au vivier, en fait, ici, là, sur Fleury, bah, les Burdulines, ça se trouve juste ici. Ah, et c'est sur le plateau qui est juste en face Moulin à vent. Ok. Donc là, on est exposé soleil toute la journée, puisque en fait, c'est sur un plateau granitique comme ça. Et ouais, la parcelle, il doit y avoir 2-3% de pente. Donc comme on était tout à l'heure, et ça va au soleil toute la journée, et on est pile en face moulin. Ça fait des super vins. Et moyenne d'âge des vignes là-bas, c'est 70 ans. On a 11 000 pieds de densité hectare, donc ça sort des tout petits raisins hyper concentrés. Donc là-dessus, on a 25 jours de macération, à peu près 50% d'éraflage, un pressurage, et derrière, on entonne sur des demi-muits de 5 et 600 litres pendant 2 ans. D'accord. Donc là, tu as 2 ans d'élevage sur des demi-muits de 1 à 3 vins. Et là, par contre, on apporte un support boisé un peu plus marqué, mais l'idée, c'est de le commercialiser vraiment avec du décalage. Tu vois, là, on commence juste 2020, on vient de finir les 2018. On n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Exactement. Donc là, on va vraiment chercher des vins avec de la concentration, des notes épicées, fruits noirs, on est sur la mûre, quelque chose d'assez puissant. C'est clair. Et moi, j'aime ces vins qui ont un peu de chair. J'aime boire un canon de vin nature gourmand croquant. Bah oui. J'aime en boire, mais c'est pas ce que j'aime faire. Et du coup, j'en ai dans ma cave, de toutes les régions, de tous les styles. Mais moi, mon style, c'est plutôt ces vins un peu comme le bonhomme, un peu plein, un peu carré. Faut charpenter comme ouais, voilà, c'est ça. Mais ce que j'aime, c'est des vins qui soient assez francs, assez droits. Et toujours avec un beau support tannique, quoi. Et plutôt le contraire sur les blancs et les rosés. L'idée, c'est d'avoir des blancs assez tendus, assez précis. Les rosés, pareil, on est sec en sucre. Pour avoir un côté hyper appétant, justement, avoir vraiment envie d'en reprendre un coup. Alors que sur les rouges, on est plutôt sur des vins qui sont faits pour être bu en mangeant, quoi. Ça, c'est pas une quille que tu vas boire à l'apéro. Ah non, sinon ça va sécher la bouche. Voilà, là, il faut mettre une petite côte de bœuf, il faut mettre un peu de gibier. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai la dalle du coup, là. Et hier soir, on avait des clients, on avait fait un petit
Oh là là, qu'est-ce que tu vas me dire? Mon agent, il avait amené un Morceau de cochon. une quasi de cochon Oh. du Ventoux, là. Il y en avait 2,8 kg. Il avait tranché là. Bon, le chien a mangé 1,2 kg. Ah merde. Il l'a chopé sur la table, non? On l'avait mis à température là, puis on commence à goûter avec les clients. Et on va pour faire cuire et Ah merde. il me dit putain, mais t'en as mis au frigo ou pas? Je dis bah non. Je dis putain, j'ai pas touché ton machin moi. Il me dit j'avais coupé 5, il n'y en a plus que 3. Et je le vois lui, il me regarde. Je dis ah, c'est bon. Cherche Il est en train de digérer encore là. Putain, ah bah oui, il en a bouffé de l'autre. Cru en plus, non? Ah bah bien sûr. Les os, tout, il y a tout avalé. Ah Dieu. Ma gamine, elle me dit, je te jure, si jamais tu me l'amènes pour l'opérer parce qu'il est... Ouais, je dis, bah, il digérer les os, pas de panique, regarde. Il ira bien. Il est vraiment bien, il est que ça pour Bon, dormir. ça va, on avait prévu quelques andouillettes et 2-3 bouts de viande rouge, alors j'ai dit, c'est pas grave s'il n'y a pas assez de cochon, mais... Bon, et ben on passe sur le quiz maintenant. Allez, vendu. Allez, feu. Bon, on est parti sur le quiz. Allez, c'est parti. Est-ce que t'es prêt? Allez, je suis prêt. Attention, première question. Quel est l'alcool européen le plus ancien qu'on ait trouvé la trace écrite? Je t'en propose 4. Ouais, vas-y. T'as des idées déjà ou pas en tête? Ouais. Alors, on a l'hydromel, on a le vin, la bière ou l'absinthe. J'aurais dit la chartreuse, donc déjà je suis mal barré. Allez, le vin. Non, c'est l'hydromel. L'hydromel. Bah ouais, c'est l'hydromel. Donc pour l'explication de l'hydromel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du miel et de l'eau fermentée. Fermenté, qui fait de l'alcool. C'est considéré donc le plus ancien en Europe au niveau des documentations. On a trouvé des traces, par exemple, de sa consommation 7000 ans avant Jésus-Christ en Chine. D'accord. Voilà. Mais en Europe, ça apparaît dans les sociétés celtiques, nordiques et grecques. Ok. Quelle région française est la plus grande productrice de maïs grain? Je t'en donne 4. Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine ou Île-de-France. Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, t'as dit et... Centre-Val de Loire et Île-de-France. Centre-Val de Loire. Non. C'est Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai? Quel alcool était surnommé la fée verte? Alcool surnommé la fée verte. T'as des propositions? Non, Allez, je te fais des propositions. Allez. Parce que je vois que tu sais pas. Alcool surnommé la fée verte. Chartreuse, absinthe, armagnac, calvados. Absinthe. Ouais, c'est ça. Il l'avait trouvé tout à l'heure quand je lui ai dit. Exactement, c'est l'absinthe. Quel roi de France a autorisé officiellement la distillation du vin au XVe siècle? Louis IX, Charles VII, François Ier, Henri IV. François Ier. Non, Raté. c'est Charles VII. Charles VII. C'est ce que tu aurais dit? Non. Tu aurais dit quoi, François Ier? Ouais, j'aurais dit Non. François Ier aussi. Non, non, c'est Charles VII. C'est peut-être plus vieux, François Ier. Quel événement est décisif pour la reconnaissance du vin français à l'international en 1976? Je te fais 4 propositions. Le traité de Rome, la crise du vin arménien, le jugement de Paris ou l'entrée de la France dans l'Union européenne. Ouais, le traité de Rome. Non, Je c'est sais pas où. le jugement de Paris. C'est vrai? Ouais, pour l'explication, Ouais. donc c'est aussi appelé Paris Wine Tasting, donc en 1976. Donc c'est un événement majeur dans l'histoire du monde du vin. En fait, le contexte, c'est que Steven Spurrier, je ne sais pas si je le prononce correctement, je ne pense pas, un caviste britannique, donc il s'agissait d'une dégustation où il était là justement à l'aveugle avec un jury français composé d'experts et d'œnologues reconnus. Et donc ça a fait que les vins français sont ressortis. J'étais trop petit, j'avais qu'un an. T'es né en 75? Ouais. Ouais, c'est ça. Putain. Allez, là, faut que tu... Ouais, faut que j'essaye d'être bon parce que Faut que là, tu sois bon, pour le là. moment, je suis pas très bon. Quel événement historique a favorisé la popularité de l'absinthe au XIXe siècle? La guerre franco-prussienne, la crise du phylloxéra, la révolution industrielle ou la colonisation de l'Algérie. La révolution industrielle.
Non, c'est la crise J'en du ai pas une de phylloxéra. bonne. Si, t'en as une de bonne. Ouais, mais putain, c'est quoi le rapport alors? Alors, la crise du phylloxéra, pourquoi? En fait, ça a ravagé le vignoble français. Ouais. J'étais parti à te dire ça, mais en fait, quand j'ai réfléchi, je trouvais pas de rapport. Mais... Eh ben alors, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, ça a ravagé le vignoble français pendant la seconde moitié du 19e siècle. Donc, entre 1863 Avec une petite et bête qui 1900. venait des États-Unis, encore Voilà. c'est encore qui nous emmerdait déjà. À de lancer Trump. C'est ça. C'est une grosse bête, lui. Plus costaud. Et donc, du coup, ça a provoqué une chute massive de la production du vin. Ouais, ça c'est sûr. Et donc, du coup, en conséquence, les Français ont cherché d'autres boissons alcoolisées. Et à ce moment-là, il y avait un très bon marché sur l'absinthe. Et donc, ça fait que c'est devenu assez populaire, par exemple, dans les cafés ou dans les milieux artistiques. Et qui est-ce qui a sauvé le phylloxéra? C'est. Il est d'où, lui Il est du Beaujolais, je pense. Ouais. Il est de Chiroub. Il est de Chiroub. Il s'appelle Il est juste à côté. Victor Puyat, Victor Puyat. qui a Ok. trouvé le graffage. Eh ben, dédicace à Victor Puyat pour cette réussite. Allez, il reste 2 questions. Quel type d'élevage est prédominant dans le Massif central? Porcin, caprin, bovin, volaille. Ah bah, bovin. Ouais, facile. Ouais. Même s'il y a quand même de plus en plus de moutons. Faut se méfier. Attention, dernière question, c'est de l'histoire là. Ah putain. Ça sert à rien, ils sont tous morts. C'est ce que je disais à mon prof d'histoire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, ils sont tous morts. Quel empereur romain a interdit la plantation de nouvelles vignes en Gaule? Oh, c'est le couillon de César, ça, non? Néron, Non. Claude, Néron. Dominicien, Auguste. Alors là, je vais vraiment y aller au pif. Hein. Mais Néron. Tu Il a un disais joli quoi nom. toi? Non plus, vous deux, vous avez tout faux. Oh putain. C'est Dominicien. Dominicien. Eh ben, je savais pas ça. Domitien, pardon. Domitien. Domitien. Bon, eh ben écoute, merci pour la vidéo. Bah, de Santé rien. à toi. Chill. Bon, un petit coup quand même, Allez. parce qu'il faut pas déconner. Bah oui. Merci beaucoup. Aurélien, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. de Continue à m'avoir faire accueilli. l'ambassadeur du Beaujolais, c'est super. J'essaie Et de mieux gérer. on voit que tu as un côté passionné du vin et ça, c'est génial. Merci beaucoup. Ton domaine est incroyable. Je pensais pas que ça allait être aussi grand, aussi fou. Ouais, bah, Bravo. c'était pas l'idée de départ, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, on a essayé de garder le côté familial quand même, c'est important. Oui. Et ouais, j'y suis assez attaché, donc ça correspond à l'ADN de notre région. Ok. La convivialité, la simplicité. Si vous souhaitez venir déguster les vins de Gilles, n'hésitez pas à le contacter, soit par téléphone, soit par Instagram. Soit par un mail, soit par Instagram, comme vous voulez. Je suis pas un très fort en technologie, mais Magali se débrouille mieux que moi. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Surtout à vous abonner, j'essaie d'avoir les 1000 abonnés, pardon. Donc donnez-moi de la force s'il vous plaît. Et puis envoyez ça à vos amis qui habitent dans le coin par exemple. Ou... Partagez et puis vive le Beaujolais. Voilà, vive le Beaujolais. Bonne soirée, ciao ciao, à bientôt.